Chers amis, Chag Sameach, Shabbat Shalom, nous allons réfléchir ensemble à Pessah, puisque ce Shabbat est le Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède Pessah. Si on regarde la Torah, avec quels mots la fête de Pessah a été qualifiée, on trouvera deux termes. Chag HaMatzot, la fête des Matzot, d'ailleurs, terme qui est repris dans la Tfila, dans la prière, et deuxième terme, Chag HaPessah, la fête de Pessah, qui également est dans le Sefer, dans le livre de Shemot, on retrouve ce terme-là, Chag HaPessah, toute la Torah, on trouve ce terme Chag HaPessah, et fait allusion, Pessah, au fait qu'Hachem a passé au-dessus des maisons juives pour les épargner, la mort des premiers-nés, comme on dit en anglais, Passover, passer par-dessus. Et puis également, Pessah désigne le Korban Pessah, c'est-à-dire l'agneau de Pessah, qui était sacrifié précisément l'après-midi, donc précédent Pessah, et consommé le soir au Seder avec des matzot et avec des herbes amères. Donc le terme de Pessah désigne à la fois le fait qu'on est passé par-dessus et également cette idée que le Korban Pessah doit être consommé donc le soir du Seder. Examinons ces deux termes. Chag HaPessah donc fait allusion au Korban Pessah et au fait que donc Hachem est passé au-dessus des maisons juives. Chag HaMatzot fait allusion au matzot, au pain azim, que les Hébreux donc n'ont pas réussi à faire lever la pâte, puisqu'ils sont partis précipitamment d'Égypte, comme on dit, bechipazon, avec précipitation. Ces deux termes, Chag HaMatzot, Chag HaPessah, désignent donc deux aliments fondamentaux à Pessah, même si l'un, on ne le consomme plus, l'agneau de Pessah, l'autre, le matzah, on le consomme toujours. Bien sûr, Pessah, Chag HaPessah est présent à la table du Seder, puisqu'on a encore l'agneau, l'os qui représente l'agneau pascal. Je voudrais mener une réflexion avec vous sur la symbolique de ces deux termes et de ces deux aliments. On dit, Chachamim m'explique, c'est rapporté d'ailleurs par le Rav Lamed, que la Korban Pessah désigne quelque part le destin collectif du peuple juif, alors que Chag HaMatzot désigne plutôt le destin individuel de chacun des Juifs. Destin individuel, pourquoi ? La matzah est considérée comme le pain, lechem ha'emunah, le pain de la foi. En effet, les Hébreux quittent l'Égypte, ne sachant pas où aller, faisant totalement confiance au Tout-Puissant. Comment vont-ils se nourrir ? Comment vont-ils supporter l'exil dans le désert, même si l'esclavage est dur, il y avait de quoi manger, même si c'était en très petite quantité. Donc il y a une sorte de confiance qui est donnée à Dieu, et chacun, évidemment, va accorder cette confiance à l'Éternel. Par le fait qu'on consomme de la matzah Pessah, on affirme notre émouna en Kadosh Baruch Hu, notre volonté de le croire, de le suivre, de suivre ses mitzvot, ce qu'il nous dira de faire. C'est donc le premier élément, la émouna, la foi, qui est demandée à chaque juif vis-à-vis du Tout-Puissant, représenté par cet aliment que constitue la matzah. On fabrique vite de la matzah et on sort d'Égypte, advienne que pourra, nous on a confiance en l'Éternel. Donc c'est dans la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu, de sa émouna, de sa foi, que nous a été donnée la mitzvah de matzah. Korban Pessah, c'est différent. Il y a une dimension collective. Dieu a choisi le peuple d'Israël ce soir-là en passant au-dessus des maisons juives pour frapper les premiers d'Égypte et épargner les premiers-nés juifs. C'est aussi donc la viande du mouton, animal sacré en Égypte, qui n'était pas consommée. Le fait de le prendre, de lui faire la shrita, de le griller, de le manger, de façon à ce que les odeurs se répandent partout en Égypte, que les Égyptiens sachent bien que les Hébreux ont désobéi et ont mangé ce qu'ils considéraient comme sacré, comme une sorte de violence, comme une sorte de rupture vis-à-vis des maîtres égyptiens, comme si le peuple juif était ici
à un stade embryonnaire dans la matrice que constitue l'Égypte. Et par ce geste de violence, il sort de l'Égypte. Il rompt avec les coutumes, les croyances de l'Égypte, les croyances des maîtres, pour vivre sa propre croyance à une dimension collective. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le Korban Pessah est relatif à la naissance du peuple d'Israël, à sa liberté, au destin national et collectif du peuple d'Israël. Donc, les deux aliments se complètent parfaitement. L'un s'adresse à l'individu en tant que juif, l'autre s'adresse à la collectivité d'Israël. Et les deux, bien sûr, doivent être présents sur le plat du Seder, même si, pour le Korban Pessah, cela devient symbolique dans l'os présent dans le plat du Seder, mais aussi par la matzah de l'afikomen, puisque le Korban Pessah se mangeait à la fin du repas, à satiété, les sova comme on dit, et il est remplacé aujourd'hui par la matzah dite de l'afikomen. Afikomen veut dire dessert en grec, c'est-à-dire le dernier élément que l'on consommera à la fin du Seder. Voilà pour ces deux éléments. Et puis un troisième élément que je voudrais partager avec vous, c'est l'interdiction du chametz. Ça aussi c'est une grande question. Le chametz, donc c'est un produit issu de la fermentation des 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine et l'épeautre. Une fermentation soit à l'aide de levure, la levure est également interdite, s'appelle seor dans la Torah, levure, base de champignons microscopiques, la levure de boulanger, mais aussi un produit en fermenté de façon naturelle, sans ajout de levure, parce qu'il a reposé plus de 18 minutes et on sait qu'il existe des levures naturelles dans l'air et que le processus de fermentation est un processus naturel et on aboutit au chametz strictement interdit à Pessah. La Torah nous dit que nous avons l'obligation de manger les matzot, mais nous avons l'interdiction de manger du chametz durant les 8 jours de la fête de Pessah. Et on peut se poser la question, mais la matzah finalement, c'est aussi les mêmes ingrédients. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le sel qui nous servent à pratiquer la matzah, mais évidemment là, on fera très attention de ne pas arriver au chimout, c'est-à-dire au processus de fermentation. Donc ce sont précisément les mêmes céréales nécessaires à la fabrication de la matzah qui sont interdits s'ils dépassent le processus de fermentation, qui sont interdits à Pessah. Les mêmes céréales, les mêmes produits. Si je prends par exemple le riz ou le maïs, ils ne sont pas chametz. Ils ne sont pas interdits à Pessah, sauf pour le monde ashkenaz où effectivement il y a la dimension des kitniot qui s'est ajoutée, mais c'est beaucoup plus tardif dans l'histoire. A priori, la Torah n'interdit pas le riz et le maïs, mais on ne pourra pas non plus fabriquer de la matzah à base de riz et de maïs pour le seder. Elle ne sera pas utilisable, le seder. C'est pas possible, puisqu'il faut les mêmes 5 céréales. Le mot chametz et matzah d'ailleurs sont très très proches, les deux mots sont très proches. Chametz, matzah, il n'y a qu'un chet qui remplace le he, on change un peu l'ordre des lettres bien sûr. Donc le chet et le he également sont deux lettres très proches. L'une est une lettre qui est fermée, le chet de chametz, l'autre est une lettre qui est fermée, mais dans laquelle il y a une petite lucarne, le he. C'est toute la différence entre le chametz. Le chametz symbolise l'ego de l'homme, c'est comme le pain qui a gonflé de quoi? D'air, l'ego de l'homme, et la matzah qui, elle, se présente telle qu'elle est, il n'y a pas d'ego, elle est toute plate, et donc laisse passer, l'homme n'est pas enfermé puisqu'il lui reste une petite lucarne par laquelle il peut s'élever encore spirituellement, parce qu'il n'est pas enfermé dans son orgueil. Voilà la différence qui finalement est très ténue entre le chametz et la matzah. Alors on va se poser la question, si le chametz représente l'orgueil de l'homme, si le chametz est à écarter durant ces 8 jours de Pessah, parce qu'il représente le Yetzer Hara, la force destructrice, l'orgueil de l'homme, pourquoi est-il permis d'en consommer toute l'année? A priori, on devrait interdire ce produit toute l'année. Vous vous rendez compte d'ailleurs, techniquement, ça serait un peu compliqué, mais en tout cas, voilà. Et philosophiquement, il faudrait l'interdire toute l'année. La réponse, c'est que un peu d'orgueil est nécessaire. Le Baal Shem Tov dit « Trop de modestie éloigne l'homme de son créateur ». Entre un homme ayant un ego démesuré, l'empêchant de voir les qualités des autres, l'empêchant de progresser lui-même parce qu'il se croit parfait, et un homme qui a complètement perdu confiance en lui, qui ne s'estime pas du tout, il a une marge.
celui qui a complètement désespéré de sa propre personne, il ne peut pas non plus progresser dans la vie. C'est pourquoi il est nécessaire que l'on ait un peu d'orgueil, en tout cas un peu d'estime de soi, on va appeler ça comme ça. C'est pourquoi toute l'année, le Hametz est permis. Mais à Pessah, alors que nous allons nous confronter à la libération, à la main du Tout-Puissant, c'est le moment de briser l'orgueil démesuré que nous pouvons posséder et de considérer que notre liberté, nous la devons à l'Éternel et pas, comme on dit, Kori Votsem a dit, par ma propre force et ma propre puissance, la puissance de ma main. L'apprentissage de la modestie se fait à Pessah par l'élimination du Hametz. Mais quand Pessah est passé et qu'on a appris cette qualité, cette mida, alors il faut savoir, à ce moment-là, être en mesure d'avoir une certaine estime de sa propre personne pour pouvoir aussi progresser. C'est un dosage subtil, finalement, entre un homme qui doit privilégier la qualité d'un ava, de modestie, certes, d'humilité, mais aussi la nécessité de croire en soi-même, de croire en ses capacités et d'être capable de donner le meilleur de soi-même. Pessah Kacher Vesameach à tous.